Bonjour. La séquence que nous allons développer aujourd'hui concerne la garantie européenne de la jeunesse et l'initiative pour l'emploi des jeunes. Ces programmes se sont mis en marche dès 2013 et la France y a répondu, ainsi que d'autres États membres. Et nous allons essayer d'illustrer où nous en sommes de ces programmes, quels sont les processus qui sont en place, quels sont les résultats, et essayer de se concentrer sur le thème de qu'est-ce qu'on a produit de nouveau, qu'est-ce qui a été innovant dans ces programmes, et notamment sur la question des partenariats. Donc, autour de moi, Caroline Méchin, qui va vous développer un petit peu l'état des lieux sur la garantie européenne de la jeunesse et l'IEJ. Elle est adjointe à la chef du département Pôle emploi Europe et international à la direction des synthèses, au département des synthèses à la DGEFP. Myriam Mesclon-Raveau, qui est sous-directrice de l'accès à l'emploi à la DGEFP également, et France de Langenhagen, qui est chef de projet responsable du pôle de lutte contre le décrochage scolaire à la Direction générale de l'enseignement scolaire. Si je me trompe, vous n'hésitez pas. Et Vera Weinsberger, à mon côté, à droite, qui est du Luxembourg. Elle est chef du projet Garantie européenne pour la jeunesse dans l'Agence pour le développement de l'emploi au Luxembourg. Donc nous aurons une première séquence plutôt sur les aspects nationaux et donc le partenariat entre les acteurs nationaux, la façon dont ça s'organise au niveau national. Ensuite, nous aurons une deuxième séquence qui parlera plutôt de concrètement comment ça s'organise au niveau des territoires. Dans un premier temps, j'ai donc demandé à Caroline Méchin, finalement, la garantie européenne de la jeunesse et l'initiative pour l'emploi des jeunes, comment ça se développe aujourd'hui et où en est-on? Caroline? Change de micro. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Nous avons voulu vous faire une présentation de la garantie européenne pour la jeunesse et de l'initiative pour l'emploi des jeunes aujourd'hui, puisque vous avez tout à l'heure entendu Madame la Ministre qui a fait référence à la garantie jeune. La garantie jeune, c'est une des briques, un des dispositifs d'un plan qui a été mis en place en France. Tous les pays européens ont dû remettre à la Commission un plan de mise en œuvre de la garantie européenne pour la jeunesse. C'est très troublant d'entendre les autres derrière. C'est une initiative qui est en place depuis 2013. Le fait générateur était la crise, l'importance du chômage des jeunes, et tout cela a mobilisé les chefs d'État et de gouvernement, la Commission européenne, à prendre une initiative forte pour mobiliser l'ensemble des politiques en direction des jeunes. Donc là, nous sommes en 2016, près de 3 ans après. C'est le moment un peu de l'évaluation, et l'évaluation est tout à fait positive. On le voit, il y a plus au niveau européen de 14 millions de jeunes qui sont entrés dans des dispositifs de la garantie. Et pour la France, alors la France a depuis de nombreuses années des politiques en direction des jeunes, plusieurs administrations s'en occupent, le réseau associatif est très mobilisé sur le sujet, les services publics de l'emploi, le réseau des missions locales. Mais ce que nous pouvons constater aujourd'hui, c'est que cette initiative européenne a permis de réinterroger nos pratiques, nos dispositifs, nos façons de travailler. Et nous avons choisi de mettre devant vous et au débat 2 thématiques. La thématique du partenariat et la thématique des initiatives sur les territoires, puisqu'on s'est aperçu que ce sont les deux thématiques sur lesquelles il y a eu on va peut-être pas dire de révolution, mais en tout cas d'énormément de marges de progrès qui ont été réalisées. Tout cela va vous être présenté, mais que ce soit le partenariat au niveau des institutions, au niveau des partenaires du service public de l'emploi,
il y a eu énormément de progrès grâce à cette initiative européenne. Merci Caroline. Bien entendu, vous avez parlé du partenariat et je crois qu'effectivement c'est un thème central de notre table ronde aujourd'hui. Au niveau national, donc, c'est intéressant de voir aussi, pas seulement en France, mais également à l'étranger, comment se sont organisés des partenariats pour répondre justement à cette garantie européenne pour la jeunesse et à la développer sur le territoire. Mais donc, je vais d'abord donner la parole à Vera Weinsberger pour qu'elle nous explique comment ça se passe au Luxembourg. Bonjour. Déjà, je voulais remercier pour l'invitation. Et puis, je dois dire aussi, je suis assez surprise de voir autant de gens ici de différents niveaux. Oui, je suis curieuse de voir qu'est-ce que tout le monde fait. Bon, pour vous dire comment nous, au Luxembourg, on a mis en place la garantie pour la jeunesse. Donc, on a commencé officiellement en 2014, en juin. Et on a donc le ministère du Travail qui coordonne au niveau européen. Et au niveau national. Donc, on a les représentants du ministère du Travail qui va dans les réunions européennes, comme je disais. Et au niveau national, on a donc plusieurs acteurs qu'on a regroupés selon différentes trajectoires. Donc, on a dit les jeunes qui sont des décrocheurs scolaires ou qui veulent retourner dans une éducation. On a donc le partenaire de l'Action locale pour jeunes qui, depuis des années, a l'expérience de contacter les élèves, enfin les jeunes qui ont décroché de l'école. Voilà, c'est un acteur. Le deuxième acteur, c'est le Service national de la jeunesse, qui est l'organisme au Luxembourg pour tout ce qui est service volontaire d'orientation ou service volontaire européen, mais qui sont aussi en charge de s'occuper des jeunes qui ont besoin de ce que nous on appelle activation, qui ont besoin de retrouver un rythme de vie qui correspond à ce qu'on attend d'eux dans une phase de travail. Voilà. Donc ils organisent aussi des ateliers où les jeunes ne sont pas obligés de participer, mais ils ont l'occasion d'y aller. Sans contrainte et sans obligation. Et puis le troisième parcours, c'est donc celui que moi je coordonne au niveau de l'Agence pour le développement de l'emploi. Donc c'est pour les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Bon, tout ça sur papier, c'est très joli et ça a l'air très clair. Mais en réalité, on a l'expérience que les jeunes n'ont pas toujours une seule idée en tête et que parfois, ils doivent suivre deux pistes en parallèle. Et avec ces partenaires, on a d'abord organisé des rencontres. Bon, le Luxembourg est beaucoup plus petit que la France, donc c'était aussi possible que ces acteurs ils entrent en contact l'un avec l'autre, parce qu'il y avait des conflits entre les différents services. L'un donnait to blame, comment on dit, l'un reprochait à l'autre de ne pas assurer ce qu'il devait faire. Et donc, une des étapes cruciales dans la mise en œuvre, c'était que ces personnes qui travaillent avec les jeunes, qu'ils deviennent un peu plus proches et qu'ils comprennent mieux les procédures chez les uns et les autres. Voilà, ça c'était un élément clé. Et un autre, c'était donc la mise en place de trajectoires. Donc on a identifié le problème de ne pas avoir une action dans l'air et puis après on ne sait pas quoi faire. Donc de vraiment travailler ensemble pour définir pour chaque étape qui est en charge qu'est-ce qui doit être fait en premier, qui est en charge et où est-ce que ce travail s'arrête pour que le prochain acteur puisse, avec la matière ou les informations qu'on a acquises dans la première étape, le prochain peut continuer de travailler. Voilà, on pourra peut-être tout à l'heure dans l'échange ou des questions, je pourrais donner des exemples en cas de questions. Voilà, mais je pense que c'est les deux principaux points. Oui, bien sûr.
la lisibilité en quelque sorte de qui fait quoi est tout à fait essentielle pour l'intervention en direction des jeunes. En effet, si les intervenants au profit des jeunes ne savent pas très bien se positionner les uns les autres et comme vous l'avez dit parfois ne se parlent pas, comment les jeunes pourraient-ils eux aussi s'y retrouver dans les institutions qui sont censées les repérer puis les accompagner. Donc on a quelque part, là vous avez mis le doigt sur un point qui est essentiel, à savoir la façon dont est organisée effectivement ces rencontres et ce partenariat, et puis quelque part finalement les parcours des jeunes qui peuvent passer d'une voie à une autre. Mais peut-être on en reparlera tout à l'heure. On va continuer le panorama peut-être en donnant la parole à Myriam Mesclon-Ravo, donc, qui va nous parler, nous indiquer un petit peu, dans le cas de la France, comment on s'organise et notamment quel partenariat on met en place. Oui, merci. Alors pour prolonger, en fait, je rappellerai que pour la France, on s'est engagé délibérément dans la voie de la garantie européenne par la jeunesse, parce qu'en effet, elle a été un formidable révélateur de l'exigence de plus de partenariats, et en effet, pour mettre tout le monde autour de la table. Et ça a permis, en effet, à la faveur, grand classique en France, de comités stratégiques, mais de réunir l'ensemble des institutions qui contribuent et qui interviennent en faveur de la jeunesse. Autant les ministères, éducation nationale, on a la collègue avec nous, justice, ville, santé, sociale, jeunesse, et aussi tous les autres partenaires, que ce soit les régions, qui portent chef de file de l'orientation, de la formation et bientôt de l'information, les départements qui chez nous portent toute la politique d'insertion et d'inclusion sociale, et aussi tous les opérateurs de l'insertion, que sont Pôle emploi, missions locales qui sont dédiées aux jeunes. Pôle emploi, c'est l'opérateur universel pour les demandeurs d'emploi, les missions locales spécialisées pour les jeunes et les Cap emploi pour les personnes handicapées, mais également les opérateurs un peu plus spécialisés que peuvent être des établissements comme l'EPID ou les écoles de la deuxième chance. Donc c'est vraiment l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur le champ des jeunes pour développer et renforcer du partenariat qui existait partiellement, quelquefois très actif, quelquefois un peu moins actif. Et là, c'était vraiment la logique de mettre tout le monde autour de la table et développer, on avait deux cibles, c'était développer la culture partenariale commune et puis orienter et un peu transformer l'action publique, parce qu'on fait, comme l'a dit la collègue du Luxembourg, on fait beaucoup de choses chacun dans son coin, mais si on se regroupe, on a peut-être plus d'efficacité et plus d'efficience. Donc, en effet, on a créé un peu cette dynamique autour de la garantie européenne pour la jeunesse, de stratégie un peu partagée et de ce comité stratégique qui est à la fois présidé par le ministère du Travail et le ministère de la Jeunesse. Donc, c'est les deux qui permettent, ce qui est assez symbolique, puisqu'on est dans une logique d'insertion. Alors, bien évidemment, la garantie européenne pour la jeunesse, mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui, ça a fait aussi renforcer les actions ou les initiatives en faveur des jeunes. Mais ce qui est vraiment l'acquis au cours, on peut se dire, c'est presque 3 années. On est presque à 3 années de maturité, où on peut dire qu'on est arrivé à partager quand même une culture commune qui est acquise, mais ça ne suffit pas. On voit bien aujourd'hui dans le bilan qu'on dresse, c'est pas suffisant, et dans ce partenariat, c'est déjà bien qu'on partage. On l'a dit tout à l'heure, la mise à plat est indispensable. C'était quand même la première fois qu'on faisait la photographie, où on avait la vision de l'ensemble des actions ou des initiatives à l'attention des jeunes, et notamment les jeunes NEET. Mais au-delà de ça, il faut aller bien sûr plus loin, parce qu'au-delà de cette mise à plat, il faut rendre plus lisibles les dispositifs, plus accessibles, et faire en sorte aussi que chacun partage un peu les mêmes objectifs pour aller de concert et ne pas faire du double accompagnement, voire même, à contrario, laisser des jeunes sur le bord de la route, parce que quelquefois on s'adresse aux mêmes ou on fait du redondant, et puis optimiser. On y met beaucoup d'argent, donc il faut aussi que chacun, on mette les moyens en face à bon escient. Optimiser la chaîne de prise en charge et faire en sorte que le droit à la solution se traduise concrètement. Et enfin aussi, on se dit aujourd'hui qu'il faut éviter que le jeune, c'est beaucoup une demande des jeunes, ne se raconte plusieurs fois selon l'opérateur ou selon à qui il s'adresse, si un organisme de formation, etc. Parce qu'il peut avoir besoin dans son parcours de rencontrer ou de faire agir. On a besoin de faire agir plusieurs personnes dans son parcours. Voilà. Donc on s'est engagé de façon un peu volontariste dans cette
ce travail d'articulation, une fois la mise à plat faite, et de la coordination des acteurs. Alors, on a 2 leviers qui sont importants qu'on a mis en France au cours des 2 dernières années. C'est d'une part à travers 2 lois où on a pu mettre en place le service public régional de l'orientation, qui permet en effet permettre l'organisation régionale qui va faciliter la prise en charge des décrocheurs, qui va prendre des problématiques de continuum de formation, de retour à la formation, etc., dans lesquelles se situeront notamment l'intervention des plateformes de suivi des jeunes décrocheurs dont on parlera tout à l'heure. Et puis la mise en place aussi, ça apparaît un peu toujours de la comitologie, mais c'est important d'avoir autour de la table l'ensemble des acteurs, et ont été mis en place institutionnellement au plan national et au plan régional des instances de concertation et d'échange qu'on appelle le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, autant au niveau régional et national, où on réunit à la fois l'État dans sa double composante, éducation nationale, formation et emploi, mais aussi les partenaires sociaux, puisqu'en France, les partenaires sociaux portent l'axe de la formation, et aussi la région, parce qu'elle porte aussi un axe formation. Voilà, donc on a vraiment l'ensemble des partenaires sociaux, et quand on dit les partenaires sociaux, c'est bien les 2 composantes des partenaires sociaux. Voilà, donc la garantie européenne nous a aidé vraiment à prendre cette dynamique de partenariat. Par contre, on a quand même des points de progrès, comme je le disais tout à l'heure. À la fois, on a une logique, évidemment, on a un peu 5 axes de progrès, on s'est fixé, on est peut-être un peu ambitieux, après on a du mal à faire les bilans qui vont bien, mais c'est clair, par la maturité, je disais tout à l'heure, on a acquis un peu de culture commune, on a un vrai sujet d'articulation possible entre toutes les solutions. Et c'est vrai que là, après la mise à plat, on doit travailler les articulations. Et j'étais encore ce matin dans ce qui est un peu notre cœur de cible de l'articulation entre nos opérateurs, que sont Pôle emploi et les missions locales. On a un partenariat historique entre ces 2 opérateurs pour la cible jeune. Ce matin, on était en un comité de pilotage dédié et on analysait un petit peu le chemin parcouru avec la nouvelle génération du partenariat renforcé, qui a été d'ailleurs bien impulsé aussi dans le cadre de la garantie européenne pour la jeunesse, pour mieux travailler sur le repérage, orienter, savoir compter qui est passé, qui a été orienté, ce qu'il est devenu. Et on a fait une enquête de terrain pour savoir en effet comment, au plan local, le diagnostic territorial était fait, comment s'était installé un peu le partenariat. Et c'est vrai que c'était avec satisfaction qu'on voyait que, par exemple, au plus près du local, chaque mission locale avec chaque agence locale de Pôle emploi a établi ce diagnostic un peu territorial de territoire en associant énormément d'acteurs de territoire. 52% relèvent de la politique de la ville, 30% ont évidemment représentent les régions, 26% les départements, 15% l'éducation nationale, 5% la justice. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place au plus près, au niveau local, pour mettre en place ces éléments-là. Donc ça, c'est un des éléments forts. L'autre élément des objectifs partagés, on sait très bien qu'on ne passera pas le partenariat si on ne décline pas. On peut avoir des comités stratégiques au plan national, ça ne suffira pas. Et on sait qu'on a un important travail à faire dans l'intervalle État et collectivités territoriales au niveau de la région, qui est un peu notre nouvelle échelle, et où là, la convergence politique de l'État, politique de région, sur les jeunes est vraiment au cœur de ce qu'on peut appeler les prochaines feuilles de route qui nous attend, y compris avec les partenaires sociaux, et tout ça avec nos conseils, nos CREFOP. Et bien évidemment, on est dans notre axe de progrès aussi, c'est le repérage. On sait combien c'est difficile, on peut faire un certain nombre de mesures, éventuellement on n'arrive pas à capter et à repérer les jeunes. Et ça, c'est un vrai sujet de partenariat, d'où ce que je disais tout à l'heure, l'articulation entre Pôle emploi, mission locale et tout le tissu des acteurs de l'insertion, du réseau social, de la politique de la ville, de l'éducation nationale, sont indispensables à ce repérage et à ce captage des jeunes pour les convaincre, de les amener vers des solutions concrètes. Et ensuite, bien évidemment, on a en effet à définir des processus communs, des référentiels communs qui nous permettent en effet
d'éviter les redondances, d'éviter de faire des diagnostics, d'éviter éventuellement de re-questionner le jeune si on peut partager, puisque quand même qu'on soit conseiller de Pôle emploi, conseiller d'une mission locale ou en effet on travaille dans une plateforme de suivi des décrocheurs, on a quand même une analyse, il faut qu'on partage des éléments communs. Et là, le chantier est bien commencé et je laisserai ma collègue intervenir. Voilà. Merci beaucoup. Pour avoir étudié de près la première évaluation d'impact qui a été faite sur l'UEJ, on s'aperçoit bien que la question du repérage reste aujourd'hui centrale et qu'elle ne passe pas par un seul acteur. Ce n'est pas seulement l'éducation nationale, ce n'est pas seulement les missions locales, ce n'est pas seulement les directs, ou ce n'est pas seulement Pôle emploi, c'est bien un travail en commun, et on en parlera tout à l'heure au niveau local, qui nécessite de combattre l'extrême segmentation des politiques de l'éducation et des politiques de l'emploi, y compris d'ailleurs souvent parce que dans les programmes, le programme FSE lui-même est assez segmenté dans ses interventions. Et donc, on avait avec l'IEJ effectivement une chance de pouvoir faire différemment. Bon, maintenant, je vais donner la parole à France de Langenhagen, qui va du côté éducation nationale, enseignement scolaire, nous expliquer comment elle voit le partenariat, justement, et les nouveaux outils qui sont mis en place actuellement pour améliorer ce partenariat. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Voilà, donc moi je représente ici l'éducation nationale et je vais m'inscrire tout à fait dans ce qu'a présenté Myriam Lesclan-Ravaud, peut-être en illustrant de manière un peu plus précise le partenariat tel qu'on l'a mis en place et on le vit avec l'emploi dans le cadre de la politique de lutte contre le décrochage scolaire. Donc pour moi, ce travail partenarial qui est impulsé au plan national dans le cadre de la politique de lutte contre le décrochage scolaire depuis maintenant environ 3 ans, il a permis de faire progresser le repérage et l'accompagnement des jeunes sortis sans qualification, ainsi que le travail partenarial au plan local. C'est ce que je vais décliner maintenant, sachant que bien évidemment, nous ne sommes pas tout au bout du chemin. Il y a encore beaucoup de progrès à accomplir, mais je pense que il y a vraiment un travail très concret qui a été mené ces 2-3 dernières années avec tous les partenaires qu'a cité Madame Lesclan-Ravaud, mais en particulier la DGEFP. Et donc on est quelque part aussi fiers de ce travail conjoint, je crois qu'on peut le dire, même si, encore une fois, tout n'est pas parfait. Donc ce travail partenarial, il y a une tradition finalement dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire depuis peut-être maintenant les années 2009-2010. Ça remonte à la création du SIEI. C'est le système interministériel d'échange d'informations qui est un outil qui permet de croiser les bases de données de plusieurs ministères, l'éducation nationale, l'agriculture, les CFA, l'emploi, pour identifier une liste de jeunes présumés décrocheurs. Ce travail partenarial qui avait été initié dans les années 2000 a été relancé dans le cadre de l'évaluation de la modernisation de l'action publique sur la lutte contre le décrochage scolaire, qui s'est déroulée durant toute l'année 2014 et qui a abouti à la communication d'un plan de lutte contre le décrochage scolaire qui est actuellement en cours de mise en œuvre. Et lors de cette évaluation MAP, déjà on avait essayé de travailler en mode partenarial. Le diagnostic avait été élaboré avec un très grand nombre de groupes de travail associant les collectivités, donc les régions bien sûr, mais aussi les départements et les communes. On avait les fédérations de parents, les associations partenaires de l'école, les ministères impliqués, et ça a débouché sur ce rapport. Et dans le cadre de ces groupes de travail, on avait notamment un groupe sur ce qu'on appelle les PSAD, donc les plateformes de suivi d'appui aux décrocheurs. Alors je vais m'y arrêter une seconde parce que c'est une création un petit peu originale. Ce n'est pas une structure physique clairement identifiée avec un nom au-dessus d'une porte. En fait, c'est un réseau virtuel d'acteurs, des personnes qui travaillent ensemble, qui se coordonnent et qui sont issues de milieux très très différents. On a coutume de dire que le cercle central de ces plateformes comprennent les acteurs de l'éducation nationale et de l'insertion. Nous avons élaboré ce qu'on appelle un guide des PSAD qui essaye de décrire les modes de travail conjoints, un petit peu les bonnes pratiques qu'on avait constatées sur le terrain. Et donc, voilà, ce guide, on l'alimente petit à petit des retours de terrain. On essaie de continuer à mener des visites sur le terrain pour voir comment tout cela évolue.
on a bien identifié à cette époque la différence entre ce qu'on appelle les réseaux focaux, qui sont en fait les acteurs de l'éducation nationale, qui intègrent les CIO, la mission de lutte contre le décrochage scolaire, les structures de retour à l'école, les établissements, et puis l'APSAD, qui, elle, est plus large et partenariale, justement. Et donc on insiste beaucoup sur cette dimension, avec même une préconisation d'avoir, dans la mesure du possible, des binômes directeurs de CIO, directeurs de mission locale au sein des plateformes sur les territoires. Ce travail mené dans le cadre de la MAP a abouti à l'élaboration d'un protocole d'accord État-ARF qui a été signé en juillet 2015 et qui visait à décliner de manière un peu plus opérationnelle la loi du 5 mars 2014. Donc cette loi, vous la connaissez tous, hein, mais il s'agissait derrière de rendre concret sur les territoires le pilotage des PSAD, la définition de la carte des plateformes, l'allocation des moyens, etc. Et c'est un chantier qui est en cours, puisque ce protocole s'est décliné dans un grand nombre de régions par des conventions. Là, je suis un petit peu sur l'aspect gouvernance, mais c'est important parce que ça permet de cadrer le travail des acteurs sur le terrain. Et donc, au plan national, à la DGESCO et la DGEFP, on suit d'assez près la signature de ces conventions. Donc, il y a ce volet gouvernance. Il y a aussi très concrètement tout ce qui concerne la mise en œuvre de la loi sur les territoires. Désormais, les responsables de plateformes sont nommés par les régions. Donc, ça fait évoluer les pratiques sur le terrain. Et puis on a tout ce qui est du travail entre les partenaires de l'APSAD. Madame Mesclon-Ravo en a parlé. Nous avons effectivement un groupe de travail pour essayer d'aller vers des processus un peu plus harmonisés entre les acteurs. Aujourd'hui, c'est une difficulté pour les jeunes et les familles qui voient assez peu de lisibilité dans tout ça. Ils ont l'impression qu'il y a énormément d'acteurs qui s'occupent d'eux, mais de manière pas forcément coordonnée. Et donc il y a besoin de vraiment clarifier les choses et d'essayer d'éviter les ruptures de parcours. Donc on travaille sur ce qu'on appelle des parcours combinés. Aujourd'hui, il existe par exemple des parcours combinés, formation initiale, service civique. Il y a aussi des choses qui sont mises en place dans certains territoires, entre les écoles de la deuxième chance et la MLDS, ou entre l'EPID et les missions locales. Donc ça, ce sont des pistes que l'on souhaite continuer à pousser sur le terrain. Nous avons aussi, dans le cadre des plateformes, essayé de développer le partenariat avec les entreprises ainsi qu'avec les associations. Ce sont des acteurs qui font partie de ces plateformes, mais bien souvent, elles sont sollicitées de manière un petit peu lointaine. Donc, c'est un chantier que nous avons en cours. Et puis, il y a aussi, ça a été évoqué, la question du repérage par les outils. Alors, je vous parlais du SIEI au tout début. C'est un système assez complexe qu'on essaye d'améliorer sur 3 axes qui correspondent aux 3 limites de l'outil. La première, c'est la fiabilité des données. Aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, le SIEI fonctionne par croisement de bases de données. 80% des données sont quand même issues de l'éducation nationale et on a un enjeu de fiabilisation dès la saisie dans les établissements, dès qu'on renseigne le nom d'un jeune. Donc voilà, on sensibilise des acteurs de terrain à ces gestes métiers qui sont très importants et qui ont un impact sur toute la chaîne, sans montrer personne du doigt. Hein. C'est juste une chaîne humaine qui se prolonge, qui va de service en service et qui fait qu'au final, parfois, on a plusieurs fois le même jeune ou des doublons dans les listes et ça génère du temps derrière dans les plateformes pour les contacter, ce qui est dommage. Donc on essaye de réduire ce qu'on appelle les faux décrocheurs qu'on a dans nos listes. On essaye aussi d'accélérer le processus. Aujourd'hui, le SIEI il est basé sur 2 photos dans l'année. C'est ce qu'on appelle des campagnes de repérage. On essaye d'une part de réduire la durée de ces campagnes, de les simplifier pour que ces listes arrivent plus tôt sur le terrain pour contacter les jeunes. Et puis on essaye aussi de faire évoluer les outils pour aller vers quelque chose qui soit un peu plus au fil de l'eau. Ce qui est un gros enjeu technique, mais on est en train d'étudier les pistes qui vont dans ce sens. Et puis 3e piste, on essaye de repérer tous les potentiels décrocheurs. Aujourd'hui, il en manque un certain nombre. Par exemple, jusqu'à cette dernière campagne, celle de l'automne, on n'avait pas les décrocheurs de l'apprentissage. Là, depuis tout récemment, on commence à pouvoir identifier des jeunes qui sont en rupture de contrat dans les CFA. Donc ça nous occupe, ça nous prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment un très gros enjeu.
Et on y travaille là aussi de manière partenariale. J'ajouterais aussi le chantier en cours avec le ministère de la Défense et la journée défense citoyenneté, où passent 800 000 jeunes par an. C'est aussi un moyen de repérer d'éventuels jeunes en situation de décrochage. Voilà, donc comme vous le voyez, ce sont des chantiers au long cours. Hein. Évidemment, tout ne peut être résolu en un an ou deux, mais on s'appuie sur ce socle de travail conjoint. Et j'évoque juste une dernière piste, puisque je me tourne vers ma collègue de l'emploi. Nous travaillons aussi à essayer de fluidifier les échanges entre l'outil des missions locales, IMILO, et l'outil de suivi des jeunes des CIO dans les plateformes qui s'appelle RIO, pour essayer de faire bénéficier aux uns et aux autres la connaissance du jeune, qui malheureusement aujourd'hui se trouve dans 2 systèmes étanches et qui ne communiquent pas. Voilà. Merci. Donc nous avons là un peu un panorama des efforts qui sont faits, notamment au niveau national, donc pour essayer de donner un cadre plus général aux actions qui vont se dérouler sur le terrain, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe. Et je voudrais quand même poser une question à Vera Weinsberger. On a parlé beaucoup de différentes façons de lutter contre le décrochage, d'accompagner les jeunes vers l'emploi, etc., en utilisant l'IEJ, la garantie européenne pour la jeunesse. Est-ce que c'est facile au Luxembourg de passer d'un dispositif à un autre? Et est-ce que c'est conçu pour ça? Bon, je pense qu'on rencontre les mêmes problèmes que vous. Ce qui est spécifique au Luxembourg, c'est que on a la problématique des langues. Donc, on a certaines formations qui sont données en français et d'autres en allemand. Et les jeunes, enfin les enfants, dès l'âge de 6 ans, commencent déjà avec... ils sont alphabétisés en allemand. À 7 ans, ils apprennent le français. Et du coup, ça démarre très vite. Et ça pose une problématique pour les étapes suivantes. Donc, il y en a beaucoup des enfants qui, l'enseignement fondamental, enfin primaire, passent au secondaire et ils ont déjà, ils n'ont pas les bases nécessaires pour pouvoir, avec la langue, s'apparenter le contenu. Donc, le décrochage scolaire est vraiment assez élevé. Donc, nous, on rencontre beaucoup de jeunes qui ont un niveau de formation faible. Bon, la transition pour ces jeunes-là, c'est compliqué. On met en place des mesures spécifiques, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des étapes qu'on prépare ensemble avec l'éducation nationale, la formation professionnelle, pour, à travers des bilans d'orientation, puis des stages en entreprise, et puis peut-être essayer d'avoir une remise à niveau et ensuite de quand même avoir l'accès à un apprentissage. Voilà, on a des programmes spécifiques à ce niveau-là pour les jeunes qui ont un niveau de formation très faible. Pour ceux qui ont un niveau de formation moyen supérieur, on a le problème de la concurrence. Donc, il y en a beaucoup de ces jeunes qui n'ont quand même peut-être pas un projet très concret. Donc, ils ont peut-être fait une formation dans le domaine administratif-commerce et qui veulent travailler quelque chose dans le bureau. Bon, ça, faire quelque chose dans le bureau, c'est pas très précis. Donc, on travaille avec des centres de formation pour qu'ils arrivent à mieux formuler un projet concret et ainsi faire les démarches vraiment concrètement, pas un flou avec une candidature floue. Voilà. Juste encore une autre chose. Donc on a, j'essaie d'être courte, on a ces études sur les NEET. Et au niveau de ces études, on a identifié 2 publics cibles. On a ceux qui volontairement sont dans la situation de NEET. Et ce n'est pas maintenant ceux où on doit prioritairement se concentrer. On doit vraiment se concentrer sur ceux qui, pour des raisons de santé, comme vous l'avez dit aussi, qu'on décide qui soit en charge et puis qui est le partenaire, soit au niveau des employeurs, soit au niveau des services sociaux, qui est le partenaire qui peut aider à ce que la personne soit prête pour la prochaine étape. Merci beaucoup. Je vais demander maintenant s'il y a dans la salle des questions à nos orateurs. C'est toujours la première, la plus difficile, c'est bien connu.
Sinon, je vais en poser une, bien entendu. Vous avez évoqué, Madame Wensberger, le parcours du jeune. Est-ce que c'est facile, quand on gère des grands outils nationaux, d'intégrer la dimension parcours du jeune et appréciation de la situation du jeune au moment où il a recours au dispositif dont il est question, lorsqu'on essaie de mettre en place les partenariats? Myriam Meslon-Ravo, vous avez une idée là-dessus? Le concept de parcours est certainement le mot qui rassemble et fédère tout le monde. Après, c'est vrai que le traduire dans les systèmes d'information, c'est déjà pas facile. Je pense que les professionnels de l'insertion savent bien ce que c'est. Et de l'insertion, je dirais de l'éducation jusqu'à l'insertion. Il faut juste mettre derrière, et c'est souvent pour ça qu'on parle un peu de référentiel commun. Il faut quand même en partager parce que chacun arrive avec sa culture de l'insertion, sa culture de la formation, sa notion du parcours. Donc c'est vrai que c'est important que ces temps d'échange, etc., aient lieu pour partager un certain nombre d'éléments du parcours. Mais je fais quand même confiance à l'ensemble de ces intervenants parce que c'est là que ça se joue. Par contre, c'est vrai que rendre fluide et tracer le parcours des jeunes dans le système d'information, non pas pour être Big Brother, mais justement pour essayer de faire que ça soit le plus fluide possible. Et c'est une chose encore très compliquée, malgré les petits pas qui sont franchis chaque année pour essayer de rapprocher le tout. Voilà, de notre point de vue. Madame de Langen-Hagen, effectivement, je pense que ce travail-là, on l'a juste devant nous, puisque nous allons bientôt démarrer des ateliers concrets avec des missions locales et des CIO pour échanger sur comment est-ce que vous suivez le jeune. Et à travers les échanges qu'on a déjà pu avoir avec les acteurs de terrain, on se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes termes. C'est-à-dire qu'un jeune pris en charge ou accompagné pour une mission locale, c'est pas forcément la même chose qu'un jeune pris en charge ou accompagné par un CIO ou par une EMLDS. Donc il va falloir qu'il y ait beaucoup de temps d'échange, qu'il y ait une compréhension mutuelle qui soit développée. C'est-à-dire que ça implique déjà chacun sache comment travaille l'autre, quelle est son offre. Enfin, et tout ça, voilà, c'est en marche. Et on sait qu'à certains endroits, il y a des descriptions d'offres communes ou des forums d'échange, mais c'est loin d'être généralisé sur tout le territoire. Donc c'est un gros enjeu. Et ensuite, pour le tracer dans l'outil, voilà, ça va impliquer un certain nombre d'ajustements, même si tout le monde a la volonté d'éviter que le parcours du jeune il soit marqué par des ruptures. Il y a aussi comment est-ce qu'on... Là, je sors de l'outil, mais... En cas de rupture, comment est-ce qu'on se mobilise et on se concerte pour qu'un acteur prenne le relais? Et donc, du coup, comment savoir vers qui orienter pour proposer quoi? Oui, je pense à des actions. Enfin, j'ai parlé plusieurs fois de public cible. Je pense que la garantie pour la jeunesse nous a permis d'identifier de vouloir identifier certains groupes de personnes qui ont des problèmes similaires et ensuite avoir des partenaires qui déjà sont en charge de ces personnes. Donc récemment, là, on a mis en place une plateforme pour les personnes autour de la thématique du salarié handicapé ou du statut de personnes avec des déficiences physiques. Et donc, si on arrive à regrouper tous les acteurs ou avoir une plateforme, comme vous avez dit, où on connaît les offres, on arrive mieux à se coordonner et petit à petit distribuer les tâches. Et voilà. C'est presque un problème de marketing public, si je comprends bien. Il faut que les dispositifs soient adaptés à différentes publics cibles et que ces publics cibles ne sont pas nécessairement les mêmes. Comme vous l'avez dit, il y a des NEET qui ne veulent pas travailler à la limite ou qui ne veulent pas être accompagnés et qui ne veulent peut-être même pas être opérés. Et puis il y en a d'autres, au contraire, qui ont un réel besoin qu'on aille les chercher. Et l'optique quand même de la Commission européenne aujourd'hui, c'est d'aller chercher les inactifs pour les mettre au travail. C'est bien ce qu'on nous a dit dans cette programmation 2014-2020. Il n'y avait pas que les chômeurs, il y a aussi les inactifs dont il faut s'occuper. Donc les jeunes inactifs, voilà, un des publics, mais ce n'est pas le seul, bien entendu. Est-ce qu'il y a dans la salle un témoignage d'une plateforme ou d'une mission locale qui voudrait dire un mot sur cette coordination? Pas de... Ah, si. Est-ce que vous pouvez donner un micro à madame? Si vous voulez bien vous présenter et avant de... Bon, ça marche, ouais. Bonjour, donc je m'appelle Rita Canas, je ne suis pas du tout d'une mission locale, je suis chargée de mission au Conseil régional Hauts-de-France
et donc notamment, donc plus particulièrement sur le PO anciennement Nord-Pas-de-Calais. Donc l'ancienne région avait misé donc tout l'IEJ, enfin une grande partie de l'IEJ, sur l'apprentissage. Donc sur donc des financements de SAS à l'apprentissage. Et donc tout à l'heure je vous ai écouté, bon, après vous avez parlé de construction de parcours, parce que le partenariat il a de sens que quand on travaille dans une complémentarité. Voilà. Et ce qui est sur le terrain, ce qui se vit sur le terrain, c'est quand même qu'il y a une dualité très très forte, il y a une compétition entre guillemets très très forte entre les différents opérateurs, les différentes structures qui sont financées aujourd'hui avec de l'IEJ, entre la garantie jeune et les IEJ qui sont financés volet région ou même volet État, hein, qui sont des actions vers l'insertion professionnelle. Et tout à l'heure, enfin je ne l'ai pas appris uniquement tout à l'heure, mais j'ai entendu Madame le ministre qui parlait d'une généralisation de la garantie jeune à l'ensemble d'un public donc de jeunes de 16 à 25 ans. Moi aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que le jeune NEET, et dans la région Nord-Pas-de-Calais, enfin sur le volet Nord-Pas-de-Calais, il y en a quand même pas mal hein, qui sont en décrochage, qui ont besoin de solutions, d'emploi ou de formation. Il prend la solution immédiate d'avoir un revenu et puis d'aller dans une action qui peut-être aussi va arriver à une bonne sortie, hein, vers une solution d'emploi durable, vers une solution qualifiée, mais il n'ira pas où il va quitter d'autres actions qui sont d'accompagnement vers l'emploi ou vers la formation. Et on n'est pas dans une complémentarité. Et donc je voudrais savoir comment demain, si par bonheur il y a excusez-moi d'être trivial, mais il y a une deuxième enveloppe qui arriverait au niveau des autorités de gestion, l'enveloppe IEJ, comment on fait quoi? Parce que l'objectif, je pense quand même, de la base, c'est que ces jeunes, on ne les retrouve pas, ils ne restent pas dans le même circuit, quoi, qu'on ne les retrouve pas dans d'autres parcours. Aujourd'hui, il y a quand même, sur les terrains, une concurrence entre structures et une difficulté majeure pour les structures. Enfin, nous, on voit au volet région, hein, et on a mis en place des partenariats avec le département, avec des partenaires classiques, hein, parce que les jeunes NEET, ils ne sont pas uniquement dans les missions locales, ils sont sur les plateformes décrochage, mais en grande partie, on les trouve même ailleurs. On met en place des partenariats avec le département du Nord, avec d'autres partenaires sociaux. Mais aujourd'hui, moi, ce que je me demande, c'est comment on fait pour renforcer cette complémentarité et si demain, cette garantie jeune est généralisée, comment on va faire, quoi? Est-ce que la garantie jeune, c'est simplement, enfin, peut-être que je me trompe et je dis une bêtise, mais est-ce que c'est un revenu socle de solidarité pour faire en sorte que ces jeunes, ils ont quelque chose tous les mois qui leur permettent au niveau matériel de répondre à certains problèmes qu'ils ont, certains freins à l'insertion? Vous soulignez qu'effectivement, les outils nationaux sont une chose, mais que la coordination effective au niveau du terrain est autre chose. Et que, bien entendu, la segmentation du programme IEJ lui-même, avec une partie pour les régions et une autre partie vers l'État, ne favorise pas nécessairement la donne en la matière. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des outils partenariaux au niveau territorial qui fonctionnent vraiment. Et je comprends bien votre question à cet égard. Est-ce que vous voulez... Oui, je peux répondre. C'est une interpellation assez classique, y compris qu'on partage avec l'ensemble des interlocuteurs des conseils régionaux, mais pas que, y compris en interne du service public de l'emploi. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. D'une part, ici, on parle garantie européenne pour la jeunesse. On n'est pas, comme le disait Caroline, uniquement sur la garantie jeune. Ce qui segmente, moi j'ai plusieurs... je dirais, posons quelques éléments assez simples. Moi j'ai du mal aujourd'hui avec le nombre de demandeurs d'emploi. Les chiffres tels qu'on les connaît. Dire que finalement, ce qu'on entend là, c'est que presque l'offre serait trop importante, puisqu'il y a un peu de concurrence. Moi, j'ai du mal à entendre cette notion de concurrence. Et il y a plusieurs choses. Il nous faut à la fois chercher les jeunes, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, notre sujet, il est là. C'est ceux qui ne viennent pas. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est un effort collectif de l'ensemble des acteurs et qu'en effet, la garantie jeune a été conçue en effet d'abord comme un moment de repérage et de réunion de l'ensemble des acteurs qui peuvent en effet aider à trouver des jeunes NEET, mais NEET précaires. Tous les NEET ne sont pas précaires.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tous les aider, mais on les aide différemment. Et en effet, c'est parcours, et c'est pour ça qu'il doit y avoir une offre différente. Et il n'y a pas d'opposition entre une garantie jeune et un dispositif d'apprentissage, par exemple, parce qu'en effet, la phase de garantie jeune peut être une manière dans le parcours d'amener des jeunes très éloignés du marché du travail, très éloignés d'une démarche un peu proactive de présence, et qui progressivement, en effet, à la faveur de son parcours garantie jeune, va pouvoir avoir envie de renouer avec un cursus de formation qui l'amènera vers une qualification et donc passer par un apprentissage. Donc je dis, oui, j'entends bien. En fait, ce qui crée du cloisonnement et ce qui crée de la concurrence entre les dispositifs, ce sont surtout souvent les tuyaux de financement. Et en effet, c'est par ce biais-là. Et donc la notion de parcours, c'est surtout à celle-là sur laquelle les partenaires doivent s'appuyer, c'est des parcours, de la modularité, je peux passer faire de la formation, je peux passer, je fais un temps en garantie jeune, je fais peut-être un temps dans un accompagnement un peu différent, un peu moins intensif, avec moins d'allocations. C'est vraiment la modularité sur laquelle il faut arrêter, il faut essayer de casser. Nous, c'est notre objectif en France, mais c'est compliqué, on va mettre des années pour aller vers ça. C'est-à-dire arrêter de faire ce cloisonnement par le financement. Alors c'est vrai qu'avec l'IEJ, ça facilite beaucoup parce qu'on peut faire beaucoup, mais ça complexifie aussi parce qu'il faut éviter que le même jeune soit cofinancé d'une manière et d'une autre. Et ça exacerbe finalement le sujet alors qu'on devrait faciliter plutôt la coordination. Voilà. Merci. Donc on va exemplariser ça. Avec une deuxième partie de la table ronde. Très brièvement, monsieur, parce qu'après l'heure tourne et nous avons encore quelques intervenants qui vont monter à la tribune. Oui, bonjour. Eric Sinoussi, je dirige la mission locale de Salon de Provence. Et nous sommes sur une action IEJ et bien sûr sur la garantie jeune. Donc ça nous permet de voir les deux. Et en fait, ce qu'on peut voir, alors je pense que déjà il y a une vraie différence entre les centres urbains, les centres périurbains et puis les centres ruraux, évidemment. Ça paraît tout bête ce que je dis là, mais c'est vraiment quelque chose d'important, notamment sur la question du partage du partenariat, du repérage des jeunes, etc. Moi, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que le partenariat territorial avec les missions locales, d'une manière générale, peut-être pas dans les très grandes villes, mais fait que les jeunes sont plutôt bien repérés. Je pense que le problème n'est pas tant dans le repérage des jeunes ou dans est-ce que les jeunes connaissent la mission locale ou pas. Quand on a fait des études, des enquêtes de satisfaction, en réalité, les jeunes connaissent les missions locales. La vraie question, c'est s'ils ne viennent pas, pourquoi? Et quand ils viennent, pourquoi ils ne restent pas? Et en fait, je pense que la vraie question, moi, c'est comment est-ce qu'on accompagne ces jeunes aujourd'hui? Et la question, le nœud de la question, et je pense que l'Europe là-dessus, que ce soit IEJ, enfin la garantie européenne pour la jeunesse, peut agir sur cette question d'adhésion-engagement des jeunes, en fait, clairement. Aujourd'hui, les jeunes adhèrent tous. Ils signent les CERFA, tirent l'arigot, on leur demande de signer quoi que ce soit, ils le signent. Hein. De toute façon, s'ils ne signent pas, ça ne marche pas. Donc ils signent. Mais après, ils ne viennent pas forcément. Oui, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Sur l'exemple. Je pense que voilà, le nœud de l'histoire est là, en fait. D'accord. Merci, monsieur. Caroline, pour terminer cette première séquence, est-ce que tu as quelques mots un point de vue sur le processus en cours, peut-être? Très vite, et c'est intéressant ce que vous soulevez. Lorsqu'avec mes collègues européens, moi je suis la coordinatrice pour la garantie jeune en France, et donc nous nous retrouvons très régulièrement avec les 27 autres pour échanger. Et en fait, ce sujet de chacun intervient en silo est partagé pratiquement par tout le monde. Et ce qui a vraiment été mis en évidence dans toutes nos expériences à chacun, c'est que la façon dont on va répondre aux jeunes et le fait de mettre en place ces partenariats, enfin on revient toujours sur le même mot, hein, mais de faire que les différents acteurs se parlent et répondent mieux aux besoins des jeunes. Myriam l'a dit tout à l'heure, l'ENIT, ce n'est pas un bloc homogène. On a eu plusieurs discussions avec la Commission européenne sur le sujet. Et donc l'importance vraiment d'avoir un suivi différencié, de parler, de faire que les jeunes, on arrive à les compter. On est en train d'avancer sur le sujet, tout n'est pas encore parfait, mais c'est vraiment un sujet qui a pu être mis sur le devant grâce à cette initiative. Merci. Nous allons donc passer maintenant à la deuxième partie de cette séquence.
Et donc, je vais demander aux orateurs présents de bien vouloir se descendre et se placer près d'ici pour éventuellement intervenir dans le débat. Je vais demander donc à Madame Olson-Leander et Madame Moline de bien vouloir me rejoindre à mes côtés. Et puis à Madame Mavros Dobkalia de venir, ainsi que Madame Trafkina. Et enfin, je vais demander à Mohamed Arfi, qui est notre grand témoin et qui fera la conclusion du débat tout à l'heure, de bien venir ici à la tribune également. Donc cette deuxième partie est plus consacrée a priori, bien qu'on l'ait déjà évoqué, à la façon dont l'IEJ et la Garantie européenne pour la jeunesse peuvent améliorer les partenariats au niveau local, au niveau du terrain, en faveur des jeunes. Et nous avons souhaité avoir une comparaison internationale, et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Tina Olson-Leander et à Rebecca Moline de nous parler du projet Ange de la Suède. Je vais donc leur donner la parole, ils vont parler en anglais, je pense. Donc pour ceux qui ont besoin de traduction, il y a une traduction simultanée qui est disponible. Je donne quelques secondes pour aller chercher le traducteur pour ceux qui en ont besoin. Madame Olson-Leander, you have the floor. Thank you. We're very honored and grateful to be here. And we're here to talk about a project, Collected Power for the Future of Ånge, a project financed by the European Social Fund and a Youth European Initiative. As you said, my name is Tina Olson-Leander, and I work as a project manager for this project. And this is my colleague, Rebecca Moline, who works as a specialized mentor. We're from Sweden, and Ånge municipality. It lies about 6 hours drive from north of Stockholm, in the middle of Sweden, and we actually have a geographic center point in our municipality. The size of our municipality is about 3,000 square kilometers in total. That is about 500 square kilometers bigger than Luxembourg. The density of our population in Sweden is about 22, and here in France I think it's about 112. In our municipality it's 3, so there's a lot of space and we have a lot of forest. In total, we are about 9,500 inhabitants. This means that there are not much of train or buses, so a must is to have a driving license. There is always longer drive to the nearest hospital, about 1 or 2 hours. The business that employ in our area consists of small privately owned companies. The biggest employer is the municipality itself. In comparison, we have many private companies, but the majority is small one-person companies, so it's a big step to employ. During the pilot study prior to this project, we could see that the amount of young people that were unemployed was high. This has changed over time due to the different initiatives, and we are now seeing more positive numbers. For those with a final degree from secondary school, finding a job is no big problem. And during this pilot study, a survey was set in action in order to get more information about our target group. And our target group consists of young people between the ages of 15 to 24 that are not in education, employment, or training, the so-called NET, if you heard of it. The majority lack secondary education, and some have not finished primary school. Many of them are socially excluded. By the end of our project,
in our target group shall be known, have an individual action plan, and take part in activities to raise their employability. At the end of the project, at least 50% of the participants shall be working, studying, or attending another initiative. Our goal is also to establish a cooperation organization in which all involved parties work together in order to deliver the best support available to the target group. We also offer our participants to try out the labor market. We're offering a company internship, preferably within an area that interests them. There could be different reasons to do such an internship. A chance for them to try their wings, practical training in the importance of being on time, and an opportunity to be part for a social context. In addition to company internship, we always write an agreement in between the workplace, intern, and the mentor within the project. The purpose of this agreement is to determine that the agreed upon goals with the internship are followed. This has shown to be a successful method. We have put a lot of time and effort in establishing cooperation between different authorities, both owned and financed by the state, as well as organizations run within our municipality and private companies. The local politicians support this project and see it as a prioritized issue in our municipality. They are informed that the project's progress on a continuous basis. There is an appointed steering group consisting of the stakeholder, managers representing the employment agency, social services, health department, and the social security agency. This group meets four times a year and are informed about the progress as well as the financial state of the project. In order to be successful, we put a lot of time and effort in establishing trust and mutual respect between the participant and the mentors within the group. We create an individual plan for every new participant depending on where they stand in life, together with them, with both short-term and long-term goals. We strive to be as available as possible, and therefore we communicate with different digital solutions such as text messages, social media, SMS, and phone calls, and we even go visit them if we can't get a hold of them. Our target group differs enormously, both in their level of education as well as their social skills. Many of them struggle with mental illness, drug problems, and the majority suffers from neuropsychiatric disabilities such as ADHD. Some come from broken homes and parents with similar disabilities. Mental illness is common and requires many efforts and contacts with both the general health care as well as the psychiatric care, which can take time, and they often need a lot of help from us to get it rolling. We work closely with the social service in Sweden, in which they can refer participants to our project in need of further assistance toward raising their employability. Young adults on social welfare are then expected to participate in our program in order to receive their monthly payment. If they don't come, they don't get any money. Prior to this, we have a three-part meeting along with the caseworker, the young adult, and the mentor in the project to establish the first contact. The new participant signs a consent, which allows us to inform the caseworker about the progress that may rise during the time with us. This consent is very important for us since it allows us to work without having to consider the obligation to observe silence that the social worker service is bound by the law to follow. This procedure is mandatory in all enrollment referred by authorities in us. We also work together with the employment agency. This cooperation goes both ways. If they have a participant that has a long way to be job ready, they refer them to us. And if we have a participant that is standing closer to the job market, we refer them to the employment agency. We have a close cooperation with a guidance counselor, since the need to complete the primary or secondary education is vast. Often they are unsure of their previous grades and they need help to get a written summary of where they stand. All of the participants have an individual meeting with a guidance counselor, and if they need to, the counselor also provides information regarding vocational education and training and helps the participants that are ready to go study in any formal way. Sometimes university or municipal adult education may not be suitable for those with neuropsychiatric disabilities. In those cases, we refer them to attend adult education college,
which is a more practical and non-governmental funded school form in Sweden. This has proven to be very successful. We are aware and work active with the horizontal principles. We try to be available in as many forms as we can. We strive to treat all individuals equal, regardless of their origin or sex. In our conversations with the participants, we encourage them to think outside the box and make sure they're not obstructed by traditional gender thinking when choosing a future career. This is implemented in our program, and we work actively with this issue in our group activities, for instance through material concerning typical norm behavior in Sweden. Thank you. Thank you very much. Voilà donc un bon exemple, effectivement, de ce qui peut être mis en place au niveau local. Wait. I said it was an example of what can be done at the local level to implement this kind of programs. Yeah. I have a question. Is it usual in Sweden that the municipalities are, I would say, organizing this kind of partnership for employment? Yes, it is. Ce n'est pas exactement pareil. This is not the case in France, in fact. It's not usual. It can happen, but it's not usual. Pardon. Maybe just to add, in fact, in Sweden, it's because the municipalities have a say over the education and agenda, and they also host the employment services as well, so they are really a key actor there. Bien, je vous propose qu'on donne la parole aux deux oratrices suivantes, de façon à avoir un panorama avant d'avoir un jeu de questions-réponses, un nouveau jeu de questions-réponses. Donc, j'ai donné la parole à Alexia Mavros, qui est chef de projet à la direction services et développement d'Opcalia, et qui va nous parler notamment du projet Idées Jeunes. Alexia. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à cette table ronde. Alors juste en préambule, je vais vous parler d'Opcalia parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc c'est un OPCA, organisme paritaire collecteur agréé. Et notre rôle, c'est de collecter les fonds de la formation professionnelle des entreprises et ensuite de financer la formation des salariés des entreprises. Donc ça, c'est le fonctionnement des OPCA. Opcalia est un organisme collecteur interprofessionnel, mais également interbranche, puisque 30 branches professionnelles sont adhérents chez nous. Si vous avez des questions par la suite sur Opcalia, j'y reviendrai volontiers, mais je crois que ce n'est pas l'objet. Donc j'ai été invitée pour parler d'un projet qui a été lancé par Opcalia avec le soutien du Fonds social européen qui s'appelle Idées Jeunes. Le principe, c'est, le nom signifie intégration durable des jeunes en entreprise. C'est un projet qui a été monté en partenariat essentiellement avec des entreprises. Donc le projet se découpe en 3 phases. Une première phase qui était une phase d'état des lieux. Donc il y a eu une phase, un état des lieux, donc c'est un regard croisé entre les jeunes, la vision qu'ils ont de leur propre intégration en entreprise et la vision des managers ou des dirigeants d'entreprise sur l'accueil des jeunes dans leur structure. Donc ça a été un travail assez intéressant de constater l'écart entre ces deux visions, notamment du fait du constat évidemment du taux de chômage des jeunes, mais surtout du taux de rupture du contrat de travail durant la première année d'embauche. Donc tout à l'heure, la table ronde précédente, il était question de l'interruption des contrats, notamment en alternance. Donc c'est le cas en alternance, mais c'est aussi le cas en CDI. On a pu le constater. Donc via cette analyse d'état des lieux, il y a eu donc une enquête quantitative et une enquête qualitative qui a amené à la production d'un guide sur l'emploi des jeunes. Donc vous pourrez le consulter sur notre site internet opcalia.com.
évidemment. Autre livrable, donc toujours dans le cadre de ce projet, la deuxième étape, c'est-à-dire, bon, ok, on a constaté les écarts, on a pu voir quelles étaient les problématiques. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aider les entreprises? Donc la deuxième phase, c'était de mettre à disposition des entreprises un kit méthodologique sur l'intégration durable des jeunes. Donc c'est pas juste des outils de parcours d'intégration, c'est vraiment de rechercher l'intégration durable, donc avec une série de fiches outils qui sont plutôt dédiées. Alors évidemment, les grandes entreprises peuvent s'en saisir, mais c'est surtout un kit opérationnel pour des PME qui n'ont pas une structuration RH en tant que telle et qui ont besoin d'outils simples et opérationnels, un modèle de rapport d'étonnement, un modèle de parcours d'intégration, de livret d'accueil, ce genre de choses. Alors là, je vous donne des exemples peut-être simples, mais dans beaucoup d'entreprises, ce n'est pas forcément mis en place. Évidemment, ce kit va plus loin et peut proposer des modèles d'accompagnement beaucoup plus poussés. Vous pourrez également le télécharger, il est aussi sur notre site internet. Donc c'est pratique. Donc pour ce faire, pour rédiger ce kit, il a été évidemment conçu avec et pour des entreprises, mais il a été aussi conçu en partenariat avec des acteurs d'institutions et de collectivités et des groupements d'employeurs ou des relais d'emploi sur le terrain avec lesquels nous travaillons. Certains jeunes ont également donné leur point de vue sur les livrables qui ont été produits. Ça a permis de les réajuster aussi. Et donc la troisième phase de notre projet Idées Jeunes, c'est un label. Donc ce label n'est pas encore, il est en cours de déploiement, donc on lance les opérations ce mois-ci. L'idée, c'est que nous avons créé un référentiel sur l'intégration durable des jeunes, avec toute une batterie d'indicateurs qui permettent d'évaluer la performance de l'entreprise en matière d'intégration durable des jeunes. Il s'agit donc d'un autopositionnement de la part de l'entreprise et avec des pistes, je rectifie le mot, je le retire même, des engagements vis-à-vis donc d'elle-même, mais pour s'améliorer dans l'intégration durable des jeunes. Donc cet autodiagnostic est ensuite soumis à un prestataire qui s'appelle l'agence Lucie, donc qui est une agence de labellisation qui est basée sur la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale des entreprises. Et en partenariat donc avec l'agence Lucie, un comité de délibération va attribuer le label. Alors bon, un label, oui, mais pourquoi? Déjà parce qu'il nous paraissait important de valoriser les entreprises qui intègrent bien les jeunes, parce que souvent, la question de l'intégration durable des jeunes est peu abordée en entreprise, notamment dans les petites structures. Quand je dis petite, même 300 salariés, c'est une petite, c'est gros, mais c'est quand même petit. Les entreprises ont un devoir de bien intégrer toutes les compétences d'une manière générale, mais elles n'ont pas encore tout à fait perçu les enjeux de l'intégration des jeunes. Donc tout le travail est misé de ce point de vue-là. Donc ce label a aussi pour vocation à essaimer les bonnes pratiques, puisque quelques entreprises mènent des actions, donc qu'elles souhaitent le faire savoir, qu'elles s'engagent à faire mieux, et puis qu'elles donnent aussi des idées aux autres entreprises qui, elles, n'ont pas encore commencé, qui hésitent à se lancer dans une démarche, qui ne voient pas encore l'intérêt de le faire. Donc tout l'enjeu est ici, donc essentiellement sur de l'accompagnement et de la prise de conscience pour les faire avancer. Voilà, je suis arrivée au bout de ma présentation.
Merci. Donc les outils sont disponibles ou seront bientôt disponibles pour l'ensemble des acteurs au niveau local? Voilà, donc pour les deux premiers, donc que ce soit l'état des lieux, il est disponible. Le kit méthodologique est également disponible. Quant au label, il est en cours de déploiement. Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore de retombées directes. Ça commence tout juste. Donc on lance un appel aux entreprises pour se lancer dans une démarche. Je crois que ça souligne que le partenariat au niveau local n'est pas seulement un partenariat institutionnel entre les acteurs de l'emploi et les acteurs de l'éducation sur le terrain, mais il est également avec les employeurs et donc avec les entreprises d'une certaine façon. Alors je précise également que les employeurs, mais aussi les syndicats, puisque dans notre projet, nous avons intégré aussi cet axe-là, puisque l'employeur est un acteur, mais les syndicats de salariés vont aussi pouvoir accompagner le développement et l'action, l'accentuer en tout cas, c'est sûr, et le soutenir. Merci pour ces précisions. Je vais maintenant donner la parole pour terminer notre tour de piste des partenariats locaux à Ekaterina Travkina, qui est analyste au programme LEAD, c'est le programme développement économique et création locale d'emplois de l'OCDE, auquel d'ailleurs contribue le gouvernement français. Ekaterina, c'est à vous. Bon, je vais essayer de parler en français, mais excusez-moi d'avance si je rate je fasse quelques erreurs. Peut-être je vais parler de 3 points qui n'étaient pas encore couverts d'une manière un peu disparate. Donc le thème de cet atelier, c'est vraiment comment faire marcher les partenariats et comment tourner les partenariats pour que ça ne soit pas un lieu de discussion et d'échange, mais peut-être un lieu de décision. Et nous avons fait il y a quelques années une étude d'une vingtaine de pays, regardant quelles sont les conditions qui favorisent et renforcent les partenariats. Bien sûr, un des facteurs, c'est la coordination au niveau national entre les différentes politiques, mais le facteur clé, c'est peut-être, même pas peut-être, mais ça se prouve, la flexibilité du cadre d'action publique en matière de formation d'emploi. Ça veut dire que est-ce que les agences locales du Pôle emploi sont assez flexibles ou ont la capacité d'influencer les critères d'éligibilité, de gérer leur propre budget, d'influencer le choix des objectifs, le choix des sous-traitants et aussi influencer un peu les objectifs stratégiques. Et on a vu, quand on a mené une analyse en France il y a peut-être 2 ans, que les agences locales de Pôle emploi ne sont pas flexibles. C'est-à-dire ils peuvent partager l'information avec les autres partenaires, engager des partenariats, mais après, quand ils reviennent à leur bureau, ils ne peuvent pas vraiment aligner leurs objectifs pour respecter les idées qu'ils ont eues en échangeant avec les autres partenaires locaux. C'est quand même, ils reçoivent de Paris une indication, ils la suivent, ils la mettent en œuvre. On a vu quand même que les agences, le monde qui est responsable pour la formation professionnelle est beaucoup plus flexible. Donc ça, c'est une bonne chose. On essaie de faire passer ce message pour un peu améliorer les pratiques. Un autre point que j'ai voulu soulever, c'est c'est évident que, bien sûr, quand on cherche à créer plus d'emplois pour les jeunes, il faut travailler avec les employeurs, avec le privé. Mais il ne s'agit pas seulement de mieux matcher les chômeurs avec les emplois, mais le nouvel agenda, on voit que les autres pays, les États-Unis et l'Australie, mais aussi les pays en Europe, travaillent de plus en plus dans cet agenda, c'est de travailler avec le privé pour améliorer l'organisation de travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelques semaines, j'ai entendu le maire de Rotterdam, je ne sais pas si vous le connaissez, parce que c'est un maire très éloquent qui porte vraiment il est très engagé pour améliorer le sort des jeunes dans sa ville. Il a cité cet exemple. Il a dit que nous, à Rotterdam, on a travaillé avec le plus grand hôpital public et on a vu qu'il y a un turnover des infirmières très qualifiées. Donc, il y a beaucoup qui commencent à travailler et qui quittent très vite cet hôpital. Et au lieu de former plus d'infirmières, ils ont essayé de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, sur le lieu de travail. Ils ont compris que les infirmières très qualifiées, ils passent beaucoup de leur temps pour accompagner les patients de l'accueil jusqu'aux médecins. Et
ils ont compris qu'il faut quand même créer un nouveau emploi, donc engager des gens qui peuvent accompagner des patients et dégager le temps des infirmières. Et ça, vraiment, changer les choses, ça améliorer la situation. Donc c'est dans cette logique que beaucoup de pôles d'emploi, des agences locales d'emploi commencent à travailler avec les employeurs, le privé. Donc ça, clairement, ça dépasse vraiment la fonction normale de voir quels sont les emplois qui vont s'ouvrir dans 6 mois et de matcher les chômeurs avec ça. Donc, c'est vraiment, ça devient un chantier très, très, très intéressant. Le troisième point, peut-être que j'ai voulu mentionner, c'est l'importance de se connecter avec les autres chantiers majeurs, le verdissement de l'économie. Et ce n'est pas seulement, bien sûr, je vais dire une chose évidente, c'est pour former les jeunes pour les emplois d'avenir, mais aussi, par exemple, quand il y a des choix de réformer le transport public pour le rendre plus vert, il faut vraiment penser aussi que dans cette réforme, on connecte le transport mieux avec les quartiers, où on connecte les quartiers des villes avec les zones d'activité. Donc, utiliser les autres chantiers comme le verdissement pour créer des conditions meilleures pour l'emploi des jeunes aussi. Voilà, peut-être j'ai encore quelques points, mais peut-être. Merci beaucoup pour ces quelques idées qui vont, j'espère, stimuler la discussion. Je voudrais savoir si vous avez des questions à nos oratrices. Notamment sur le partenariat avec l'entreprise. On a touché un mot tout à l'heure, mais... Pas de... Excusez-moi, bonjour. Oui. Madame Favergeon, là-bas. Voilà. Christelle Favergeon, oui, à vous. C'est à vous. Bonjour. J'ai une petite question pour Opcalia. Voilà. Alors, pour bien comprendre votre projet, j'aimerais bien savoir... où se trouve la partie... J'ai bien compris qu'il y avait toute une partie de soutien aux structures avec un outillage. Et ensuite, quand on est sur le PO-IEJ, normalement, il y a l'accompagnement du jeune par lui-même. Donc là, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous accompagnez à un moment donné ou est-ce que vous faites appel à des prestataires pour ensuite accompagner les jeunes? Cette phase-là, je ne l'ai pas vue dans votre présentation. Est-ce que c'est normal? Oui, tout à fait, c'est normal, puisqu'en fait, nous n'accompagnons pas directement les jeunes. Oui. Donc, Opcalia est un organisme qui accompagne les entreprises, puisque ce sont les entreprises qui cotisent chez nous. Voilà. Nous sommes donc dans le champ de la formation professionnelle. Oui. Et par conséquent, nous nous tournons donc vers les opérateurs de l'emploi pour faire ce lien à l'entreprise. Donc en fait, nous, on va être vraiment sur la sensibilisation de l'entreprise, sur l'accompagnement de l'entreprise et la mise en relation avec les partenaires de l'emploi. D'accord. Donc vous êtes bien sur le PO IEJ État, côté État. Alors nous, là, notre projet s'inscrivait dans un projet FSE simplement. C'était le PON FSE. C'est du FSE. Ah oui, je comprends mieux. Vous êtes sur l'axe 2. Tout à fait. Après, les détails de quel axe, je ne pourrais pas vous le dire. Mais... Non, mais c'est important quand même derrière, parce que j'ai cru que vous interveniez sur le PO IEJ, et j'étais un peu étonnée, quoi. Donc, non, vous intervenez sur le PO FSE. D'accord. A priori, le PO IEJ fait essentiellement de l'accompagnement. Exactement. Des jeunes. C'est pour ça que j'étais assez troublée. Du repérage et de l'accompagnement. En attendant, c'est une très très bonne articulation. C'est essentiel. Voilà, on a estimé, enfin en tout cas dans la présentation, il était important de montrer aussi la phase volet employeur, puisque les jeunes, une fois qu'ils sont accompagnés par les autres, par toutes les structures de l'emploi, comment elles s'intègrent dans l'entreprise, donc préparer les entreprises et améliorer... du coup, l'accueil durable. C'est une excellente idée, il n'y a pas de souci. Mais merci pour cet éclaircissement. Merci. Je vais peut-être demander à nos collègues suédoises comment se passe le partenariat entre la municipalité et les entreprises. C'est facile, les employeurs. Les entreprises, c'est facile, ce partenariat, pour placer les jeunes dans les entreprises. Est-ce que c'est un partenariat qui est fluide, qui se fait naturellement, ou est-ce que c'est compliqué de réunir les entreprises et de leur faire comprendre qu'elles doivent embaucher les jeunes?
think it's a little bit of both. I think some companies really see the benefit of using the young people, and we as coaches put a lot of time in introducing the youngsters to the company holders, and vice versa. And if they need to certain adaptations in order to manage the job, they're usually very flexible, I think, yeah. And the employment agency is very helpful in this process as well. So we work together with them when it comes to employment. Merci. D'autres questions? Christelle, puisque vous aviez la parole, est-ce que vous pouvez dire un mot du travail que vous avez fait avec les missions locales, peut-être, dont nous avions échangé à ce sujet? Oui. Et j'en profite, il y a une personne de l'AFPA qui est Francine Meyer, qui a aussi travaillé sur le projet. On va lui donner la parole aussi. Oui, elle est juste là. Alors, en fin de compte, sur le PO-IEJ, on a mis en place, grâce à un partenariat qui a commencé en janvier 2014, un partenariat avec Pôle emploi, avec le Conseil régional, avec les missions locales, avec l'AFPA. Transition, plus exactement, spécialisée sur tout ce qui est bilan de compétences. Donc, un outil qui est complètement chaîné, coordonné, qui part du repérage, en passant par l'accompagnement des jeunes et en allant jusqu'à la solution vers soit l'emploi, soit la formation professionnelle avec l'apprentissage du côté du Conseil régional. Donc là, on a mis en place, et c'est en écho à la première partie de votre présentation, un travail sur le repérage avec les PSAD. Donc là, on a fait intervenir dans le cadre justement de l'accord qui a été passé entre l'ARF et l'État. Les PSAD, on a mis en place donc le repérage des décrocheurs scolaires. On a, au travers de l'outil qui permet de détecter justement tous les élèves qui suivent leur formation initiale et qui décrochent potentiellement, donc les détecter, et ensuite, une fois qu'on les avait trouvés, pouvoir les orienter vers les différents dispositifs qui existent, dispositifs de droit commun, mais aussi vers l'IEJ, vers l'accompagnement, vers les missions locales. Les 15 missions locales de Champagne-Ardenne sont allées sur l'accompagnement pour arriver à peu près à accompagner 3000 jeunes sur 3 ans. Du côté des PSAD aussi, donc c'est une coordination qui s'est faite entre le GIP Formation Continue qui a porté le projet et le conseil régional qui lui était pilote. Donc là on visait à peu près 3000 personnes aussi repérées. Et enfin derrière donc l'accompagnement, on a mis en place aussi un outil qui est une ressource externe d'accompagnement pour mieux profiler les jeunes, mieux comprendre leurs appétences, mieux comprendre vers quoi ils pourraient aller en termes de métier, en faisant intervenir la ressource AFPA Transition, dont Francine pourrait peut-être nous en toucher un mot si elle a envie. Voilà. Donc on a mis ça en place et derrière, l'idée c'est de pouvoir ensuite préparer ces jeunes pour les emmener vers une solution telle que l'apprentissage. Donc là, le Conseil régional a repris la main sur cette partie-là en développant, en cofinançant des développeurs d'apprentissage, mais aussi des personnes qui soient capables de repérer d'éventuelles ruptures de telle manière à ce qu'elles ne se fassent pas et pouvoir ensuite vraiment permettre à tous ces jeunes de gagner en autonomie professionnelle. Voilà ce qu'on a pu faire. Alors malheureusement, la réforme territoriale fait qu'on est sur un terrain très très mouvant et comme je vous ai dit, il y a eu énormément de partenariats pour construire tout ça et la réforme territoriale fait que les cartes sont rebattues en ce moment. Donc il y a des projets qui, comme le repérage, sont tombés. Il a fonctionné 1 an. Et puis, on l'a arrêté parce qu'on a décidé de faire autrement, cette fonction de repérage de décrocheurs scolaires. Mais bon, c'est pour aller vers autre chose. Voilà. Mais c'est pas évident non plus de travailler dans ce terrain extrêmement mouvant. Oui, lorsqu'on regarde l'évaluation, la première évaluation d'impact de l'IEJ, il est indiqué assez clairement que beaucoup de régions ont préféré adosser la partie IEJ qui leur revenait au programme régional de formation,
au PRF, voire, ou alors à l'apprentissage. Et qu'elles n'étaient pas nécessairement toujours, ou n'ont pas toujours été complètement proactives dans un partenariat, notamment sur les questions de repérage. Et là, c'est le contre-exemple. Ça a démarré, mais ça s'est arrêté, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, avec la réforme territoriale. Autre point de vue, autre question? Est-ce que l'idée selon laquelle on manquerait d'autonomie au niveau local pour favoriser l'emploi des jeunes, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Madame, je vois que vous haussez la tête. Vous voulez donner votre point de vue? Personne ne veut s'exprimer sur le sujet, finalement? Bien, moi, personnellement, je trouve que c'est une idée intéressante, que peut-être, effectivement, certaines marges d'autonomie ne sont pas complètement suffisantes pour faire ce qu'on veut avec les jeunes. J'espère que c'est quand même le cas et que l'IEJ aura contribué, mais... non, je ne suis pas certain. Sur ce point, est-ce que vous avez des comparaisons internationales, Madame Travkina? Oui, sur le point de l'autonomie du local pour progresser. Oui, on peut peut-être circuler quelques graphiques qui montrent la position de la France, mais les pays peut-être les plus flexibles, c'est les États-Unis ou l'Australie. En Europe, c'est plutôt le Danemark, même la Suède aussi. Donc voilà, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Si ce n'est pas le cas, je vais donner la parole à Mohamed Arki pour qu'il nous dise quelques mots en tant que grand témoin de cette séance, pour d'une certaine façon conclure les débats avec quelques points, j'espère, positifs et prospectif peut-être, et puis nous aurons éventuellement, s'il nous reste du temps, une ou deux questions qui pourront lui être posées. Mohamed, à vous. Merci. Bien, merci d'abord pour cette invitation. Je pense qu'on en a parlé dans le cadre de la préparation de cette table ronde. Si vous m'aviez invité, c'était par rapport au travail qu'on a réalisé à France Stratégie il y a 3 ans. Donc c'était en 2013. En fait, on a produit une analyse à la veille du Conseil européen de juin 2013, pour réfléchir sur la question de l'initiative européenne pour les jeunes et pour se poser différentes questions sur comment devrait être cette initiative, quelle enveloppe financière serait nécessaire, comment elle devrait être répartie et sur quels critères entre les différents les pays européens, et aussi quelques critères aussi en termes d'évaluation même de cette initiative. Donc mes propos ne sont pas de synthétiser ce qui a été dit, mais d'abord, dans un premier temps, rappeler le contexte dans lequel s'inscrivait cette initiative. Qu'est-ce qu'on pensait nous-mêmes au départ de cette initiative, avant même qu'elle soit mise en œuvre? Et aujourd'hui, compte tenu, et je dirais au vu des premiers résultats à la fois d'évaluation en France et des témoignages internationaux qu'on a entendus aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc voilà, d'abord rappeler le contexte. Le contexte d'abord de ce travail, c'est que la crise économique de 2008, et ça c'était quand même assez impressionnant, en 2 ans, elle a effacé l'effet positif des politiques de l'emploi en faveur des jeunes sur 10 ans. Tout ce qu'on a pu améliorer, 7 points de taux de chômage en 10 ans, a été effacé en l'espace de 2 ans. Donc c'est pour dire l'ampleur de la crise de 2008. Donc c'était important. Deuxième élément, face à ce constat, les différents pays en fait, de l'Union européenne, pas seulement, c'est au niveau mondial, ne sont pas restés les bras croisés. Il y a eu des actions au niveau national, au niveau régional, en faveur des jeunes. Et l'initiative européenne, l'idée, c'est qu'il fallait un complément au niveau européen. Alors pourquoi ce complément au niveau européen? Ce n'est pas seulement financier. D'abord, premièrement,
on considérait que socialement, ça serait dramatique. Et je rappelle qu'en 2013, il y a eu beaucoup d'analyses qui commençaient déjà à parler d'une génération perdue en Europe, notamment du fait de cette crise économique. Deuxièmement, c'est économiquement pénalisant et coûteux. La persistance quand même du chômage des jeunes, c'est à la fois coûteux, je dirais, pour les pouvoirs publics, mais c'est aussi coûteux pour les familles, coûteux aussi en termes d'image même des diplômes et des formations, parce que ça peut dévaloriser les diplômes, les qualifications, et aussi en termes économiques, ça peut aussi avoir un impact sur une dimension structurelle du chômage, hein, ce n'est pas juste une dimension conjoncturelle. Et puis finalement, dernier point, c'est aussi politiquement dangereuse, notamment au niveau européen, parce qu'on pouvait craindre aussi l'amplification, je dirais, d'un sentiment de délégitimation des institutions européennes, en considérant que l'Europe ne fait rien pour les jeunes. Or, quand même, c'est, je veux dire, l'avenir de tous les pays et de l'Europe en particulier. Alors, dans le cadre de l'initiative lancée par l'Union européenne, ce qu'on a constaté, et en termes je dirais, de préalable et de constat, nous, on était au départ contre le fait que cette initiative passe par le FSE. Pour deux raisons. La première raison, et ça, ce n'est pas une critique française, il y a eu différents rapports au niveau européen, sur la lourdeur du FSE, la question, bien sûr, du cofinancement, la lourdeur administrative, de lancement. Il y a eu, et aussi l'efficacité même de certains services publics en Europe, dans la rapidité et l'efficacité pour répondre à cette démarche au niveau européen. Donc on avait dit qu'il y avait un problème d'efficacité. Deuxième élément, c'était la question de la solidarité au niveau européen. La solidarité, ce n'est pas juste un mot. Je rappelle juste un chiffre. La croissance du chômage des jeunes entre 2007 et 2012, la moitié du nombre de jeunes en plus qui sont passés au chômage en 2007 et 2012 en Europe, c'est seulement l'Italie et l'Espagne. C'est-à-dire que l'Italie et l'Espagne, pays du Sud, représentaient la moitié de la croissance du nombre de chômeurs jeunes en Europe. Donc c'était énorme. Et les mécanismes de FSE, on considérait, on connaissait quand même les critères, ne permettaient pas d'assurer une pleine solidarité au niveau européen. Alors, quelles recommandations on a faites? Donc, rapidement, les recommandations, et après, je vous dis qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui, après sa mise en œuvre. Première recommandation, nous avons souhaité la création d'un véritable fonds européen pour les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire un véritable? Ce n'est pas juste de l'étymologie, c'est avoir un fonds européen qui fonctionne comme un fonds. Ce n'est pas juste une ligne budgétaire qui peut être effacée du jour au lendemain. Aujourd'hui, comme on le sait, on est en train de discuter sur la pérennisation au bout de 3 ans. Et donc, on considérait que la question du chômage des jeunes devient quand même essentielle et importante et qu'elle ne peut pas, je dirais, avoir comme réponse une réponse purement conjoncturelle sur 3 ans. C'était important d'inscrire cette initiative dans le temps. Deuxième question, c'était les critères d'allocation entre les pays européens. On a fait une analyse sur au moins 8 critères. Tout ça est publié dans une note, hein, vous pouvez bien sûr les regarder. Et on a trouvé que l'affectation et je dirais la répartition de ces fonds au niveau européen sur la base du critère du taux de chômage des régions était le critère le plus juste, le plus efficace et qui permettait aussi de faire jouer cette solidarité au niveau européen. Donc ce n'est pas seulement que c'était favorable à la France, mais on a bien démontré que c'était favorable à cette notion aussi de répartition, je dirais, plus solidaire au niveau européen, compte tenu de l'importance du chômage. Troisième et dernier volet, on souhaitait que ça aille vite. Et donc pour que ça aille vite, on a prévu dans cette note 2 volets. Un volet appel à projet qui passe vraiment très très vite en associant l'ensemble des partenaires et l'ensemble des acteurs, donc par appel à projet, que ça peut être public ou privé, mais aussi un autre volet qui est un volet transfert. Ça veut dire qu'en fait, l'idée qui pourrait passer par le FSE, l'idée c'était d'aller plus vite, hein, que ça arrive jusqu'au je dirais, le bénéficiaire. Et pourquoi on voulait aussi pour que ça aille vite et que ça passe par des appels à projets, c'est aussi pour s'adapter aux spécificités des pays. On l'a entendu dans les expériences en fait exposées aujourd'hui.
Chaque pays a son organisation politique et administrative. Chaque pays a des instruments privilégiés. Certains, c'est l'apprentissage, d'autres, c'est des aides à l'emploi ou des emplois publics, etc. Et donc, c'était important d'adapter, je dirais, la réponse européenne aux spécificités de chacun des pays. Alors, 3 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut dire en fait de cette initiative? Je retiens 3 critères qu'on avait déjà définis en 2013. Il y a un premier critère qui est le critère de l'additionnalité. Deuxième critère, je vais y revenir brièvement, deuxième critère, c'est un critère d'effet de levier. Et le troisième critère, c'est un critère de pertinence des modes de financement et de gouvernance. Premier critère, l'additionnalité. Alors, on distingue, et je vais être plus concret là-dessus, l'additionnalité budgétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que les financements qui viennent par cette voie de l'IEJ au niveau européen viennent en complément des moyens financiers des pays? Donc l'idée, c'est qu'il faille, on a alerté dès le départ qu'il n'y ait pas de substitution. L'idée n'est pas de recevoir des financements européens pour en profiter, pour faire baisser les financements nationaux. Donc, il fallait être vigilant sur la question de l'additionnalité budgétaire. Deuxième additionnalité, et vous en avez parlé aujourd'hui, là je fais quand même le parallèle, c'est en termes d'effectifs bénéficiaires. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle des jeunes ou est-ce qu'on parle des bénéficiaires? Je m'explique. Vous avez parlé tout à l'heure de parcours de jeunes. On peut imaginer le même jeune qui passe par une démarche de repérage, d'aide au projet. Vous pourrez passer, ce même jeune peut passer dans un autre module qui concerne peut-être le système éducatif, donc le ministère de l'Éducation nationale, et puis ce même jeune peut passer par d'autres. Donc est-ce qu'on parle de parcours de jeunes, auquel cas on parle de nombre de bénéficiaires, mais peut-être qu'on va toucher moins de jeunes, ou est-ce qu'on parle du nombre de jeunes? Parce qu'en France, on avait une cible qui est de 360 000 jeunes. Donc ça, c'est une question, quel est l'effet additionnel en termes de jeunes touchés par rapport aux jeunes qui sont au chômage? Je pense que l'évaluation que vous avez faite d'ailleurs, les résultats préliminaires exposés au mois de mai, montraient que la France était plutôt bon élève au niveau européen sur ce point. Deuxième élément de critère d'évaluation, c'est l'effet de levier. Alors l'effet de levier n'est pas juste financier, ça veut dire dans quelle mesure les financements venant de l'Europe permettent de mobiliser des financements complémentaires, soit publics ou privés. Donc là, c'est quand même important. Il ne s'agit pas d'avoir que des financements publics, mais aussi des financements privés. Si on peut avoir aussi des financements publics complémentaires par notamment les acteurs locaux, c'est important. Mais l'effet de levier qui nous semble aussi important, et qui de 2 dimensions, c'est l'innovation en matière de projet. C'est que, est-ce qu'on prend ces financements pour financer les mêmes actions existantes, ou est-ce qu'on en profite pour que ce soit un véritable effet de levier en matière d'innovation de projet? Est-ce qu'on finance les mêmes projets ou est-ce qu'on finance une manière nouvelle, je dirais, d'apporter une réponse à ce fléau du chômage des jeunes? Et troisième élément, et ça je fais le parallèle avec ce qui a été dit dans la table ronde juste précédente, c'est la question de la modernisation de l'action publique. Or, ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est qui était important, la question du partenariat. Donc on est passé, même si ce n'est pas parfait, on l'a entendu tout à l'heure dans les discussions, on est passé d'une action publique segmentée à une recherche. En tout cas, les acteurs se mettent autour de la table, autour soit de plateformes d'aide, notamment aux décrocheurs, soit pour échanger sur la manière de répondre, soit pour ne pas être concurrents, notamment, on a entendu en fait tous ces mots-là. Et donc l'idée, l'effet de levier en termes de partenariat, c'est-à-dire de simplification et de coopération entre acteurs publics est importante. C'est important pourquoi? Parce que ce n'est pas aux jeunes de s'adapter à la complexité administrative, c'est à l'ensemble des acteurs publics de s'adapter aux besoins des jeunes qui sont sur le terrain. Et donc, l'idée que les acteurs, que ce soit au niveau national ou au niveau local, se mettent autour de la table pour discuter de la manière la plus efficace pour apporter des réponses plus concrètes au niveau local est importante. Donc ça, c'est quand même un effet important. Dernier critère qui est la pertinence des modes de financement. Qu'est-ce qu'on constate? Et là, à la fois, il y a, je dirais, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. D'abord, il y a un décalage important entre l'initiative elle-même quand elle a été lancée
Je rappelle, février 2013, le Conseil européen qui annonce cette mesure, le Conseil européen de juin 2013 qui lance l'initiative, et puis la démarche elle-même, c'est-à-dire que le lancement même de la démarche, c'est décembre 2014. Dans certains pays, c'est encore plus tard. La France était quand même bon élève en termes de lancement, mais voyez le décalage, presque 1 an et demi entre le moment où on lance une initiative au niveau européen et la démarche elle-même lancée. En termes aussi toujours de décalage entre la cible, c'est-à-dire, par exemple, pour le cas de la France, plus de 360 000 jeunes. Au mois de mai, quand vous avez fait la première évaluation, on voyait qu'on avait un peu plus de 50 000 jeunes qui étaient bénéficiaires. Pourtant, ce n'est pas par manque de programmation des moyens. Parce qu'au mois de mai, on était déjà à plus de 85% de la programmation budgétaire. Donc c'est pour dire aussi que malgré même la rapidité des programmations budgétaires, le déploiement concret des projets sur le terrain et que les jeunes soient vraiment touchés, il y a un décalage de temps assez important. Donc ça, c'est Alors en conclusion, je trouve que les chiffres, vous les connaissez au niveau européen sur la situation des jeunes. Et comme il y a 3 ans, on considère que la question des jeunes et cette initiative ne peut pas être une initiative temporaire. Et donc, je pense qu'il faut la pérenniser. Il faut je dirais, au moins la relancer pour 3 ans supplémentaires et y mettre vraiment les moyens. Parce que je rappelle, si vous rapportez ces moyens au niveau européen, et encore c'est la question de l'additionnalité, par rapport au nombre de NEET, c'est à peu près 1 200 € par NEET. C'est pas beaucoup, mais quand même c'est un effet de levier assez important par rapport à tout ce que je viens de dire. Effet de levier en termes financiers, effet de levier en termes de simplification de l'action publique et de coordination et de partenariat. Donc il me semble que quand même c'est une initiative globalement positive, mais qu'il faut quand même améliorer. Pardon d'avoir été un peu long. Merci beaucoup, c'était très éclairant de la genèse de la garantie européenne de la jeunesse jusqu'à la situation actuelle. Nous n'avons plus de temps pour poursuivre. Je voudrais quand même remercier absolument tous les orateurs qui ont participé à cette table ronde et notamment nos amis suédoises qui viennent de très loin pour être avec nous pendant ces 2 jours, mais bien entendu tous les autres aussi. Et je voudrais quand même souligner peut-être le mot de la fin pour dire que l'IEJ, la garantie européenne de la jeunesse, ont quand même, d'après les évaluations et ce qu'on s'est dit aujourd'hui, enclenché des processus de partenariat qui sont certes pas parfaits, encore imparfaits, mais qui ont le mérite de court-circuiter un petit peu la façon de faire qu'on avait autrefois ou qu'on a a priori, et que ça permet effectivement l'émergence de nouvelles innovations et de nouvelles façons d'accompagner les jeunes vers la formation et vers l'emploi. Donc merci à vous tous et dans quelques minutes, nous poursuivons dans une autre séquence.